Je pense qu'on peut prendre la direction du Canada, puisque Mathias Van Alst, journaliste à Montréal, qui suit de près cette MLS, cette Major League Soccer, qui est le championnat nord-américain, et qui connaît bien, évidemment, notre premier adversaire et cette équipe canadienne, et qui, j'espère, va nous éclairer, va vous préparer sportivement là à ce match, à ce premier match, mercredi soir, Belgique-Canada. Bonsoir Mathias. Bonsoir à tous. Salut Mathias. Merci d'être là Mathias. Pour les habitués de Complètement Foot, vous êtes intervenu régulièrement quand même le dimanche dès qu'il s'agit d'évoquer le continent nord-américain et le soccer donc ou le football. Première question, parce qu'on a l'impression de pas parler assez de football et parler de beaucoup de polémiques. Comment le Canada, le Québec, Montréal en particulier vit cette Coupe du Monde? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle est différente et ressentie de manière différente aussi au Canada? Bah oui, vu que le Canada est qualifié pour la première fois depuis 1986. Là, c'est du sportif. Merci Mathias. Oui, il y a quelque chose de complètement différent. Il y a aussi une découverte ou une redécouverte, on pourrait dire, pour pas mal de gens. Donc, dans les médias, il faut présenter cette équipe, vu que le foot et même l'équipe nationale n'est pas forcément énormément suivi. Et tout ce qui est, entre guillemets, déjà naturel et qu'il faut pas refaire comme travail en Belgique ou dans tous des pays qui sont qualifiés régulièrement, ici, il faut le faire. Donc, c'est déjà la base aussi par laquelle on commence. Dis Mathias, tu as vu que la polémique en Belgique, on ne pourra pas utiliser le deuxième maillot, le blanc. J'ai lu il y a quelques semaines qu'au Canada, vous étiez fâché parce que le sponsor technique ne pensait pas que l'équipe allait se qualifier pour la Coupe du Monde. Du coup, l'équipe va jouer cette Coupe du Monde, disputer cette Coupe du Monde avec des vieux maillots. Si vous voulez, on vous envoie le deuxième jeu de la Belgique. Et il est tout neuf. Ah bah oui, après, mais bon, il n'est pas aux couleurs du Canada, mais il n'est pas aux couleurs de la Belgique non plus, il y a du bleu dedans. Donc... il est presque plus aux couleurs du Canada que de la Belgique, ceci dit. Non, c'est assez folklorique ces histoires de maillots, et malheureusement, ces histoires d'interdiction de maillots, c'est totalement ridicule, quoi. En un seul mot, ridicule, c'est le mot qui est revenu le plus souvent autour de cette polémique. Ceci dit, plus sérieusement, maintenant, qu'est-ce qu'on doit... Alors nous, Belges, est-ce qu'on doit craindre cette équipe canadienne? Comment elle évolue? Quelle est sa mentalité? Est-ce que c'est une équipe qui va jouer la transition parce qu'elle a des flèches sur les côtés? Elle se désintéresse de la possession? Est-ce qu'ils veulent créer l'exploit? Est-ce qu'ils sont suffisamment expérimentés? Il y a plein de questions qu'on se pose sur cette équipe. Est-ce que c'est vraiment le match piège par excellence pour la Belgique? Oui, c'est le match piège par excellence, dans la mesure déjà où c'est le premier match du Canada, donc il est très très concentré sur ce match-là. On se souvient, parce que même en tant que Belge, il y a beaucoup plus longtemps, on a été positionné dans la peau de l'équipe qui était invitée. Et là, à ce moment-là, on se mettait beaucoup plus de concentration sur le premier match. Et après, on verra bien comment ça se passe. Et le message ici, c'est on n'est pas à la Coupe du Monde pour faire de la figuration. On veut le montrer d'entrée de jeu, peu importe notre adversaire. Donc, en l'occurrence, l'adversaire sera la Belgique. Maintenant, est-ce que l'équipe va attendre ou va faire le jeu? C'est difficile à deviner. C'est une équipe qui bluffe énormément dans ses avant-matchs. Donc, honnêtement, je pourrais pas deviner, mais je pense que si la Belgique veut prendre le match en main, la Belgique pourra prendre le match en main. Et le Canada n'aura de toute façon rien à dire, malgré les qualités qu'il y a dans cette équipe. Donc, en gros, voilà, faut pas trop craindre le Canada. Si je lis, si je décrypte bien tes paroles. Faut pas trop le craindre, mais après, il va falloir se créer des occasions et les concrétiser, parce que entre prendre le match en main et gagner, on se souvient d'un certain Belgique-États-Unis il y a 8 ans, dont on a revu d'ailleurs les images à la télévision, à la RTBF il y a pas longtemps, j'imagine, vu qu'il y a les États-Unis qui jouent maintenant. Et malgré les 49 227 occasions des Belges et les 49 225 arrêts de Tim Howard, ça a été compliqué. Donc, il va falloir être efficace devant le but. Ça, c'est quelque chose qui va être très important pour les Belges, parce que les Canadiens, eux, ils vont pas laisser passer leur chance, je pense. On a l'impression que pour la Belgique, pour nous, c'est le match piège par excellence, dans le sens où on a l'impression de tomber sur une équipe canadienne qui est vraiment dans une forme grandissante, et on a l'impression qu'ils ont été épargnés par les blessures. On a l'impression qu'ils vont pouvoir nous affronter aussi avec toute leur force, et on se dit on est peut-être en train d'affronter ce Canada où on va l'affronter au meilleur de sa forme.
Faudra voir pour les blessés. Il y a quand même Alphonso Davies qui est incertain. C'est quand même aussi particulier puisque Romelu Lukaku, qui est toujours blessé avec la Belgique, lui a fait la préparation avec les Diables Rouges, tandis qu'Alphonso Davies est arrivé au Qatar en dernière minute. Pendant sa blessure, il est resté avec le Bayern le plus longtemps possible. Et un autre joueur qui est incertain aussi, c'est Eustáquio de Porto, que vous avez probablement vu en Ligue des Champions contre Bruges. La défense canadienne, elle joue comment? Ils jouent à 3 derrière, ils jouent à 4, ils sont rapides, ils sont lents. Elle joue à 3 derrière avec Johnston, Vitoria et Miller. Johnston et Miller qui jouent tous les deux ensemble à Montréal. Johnston est plutôt sur la droite, Miller sur la gauche. Johnston à Montréal, il joue sur le flanc droit, tandis qu'en équipe nationale, il joue plutôt axial droit. C'est des joueurs qui aiment bien monter, qui aiment bien soutenir les joueurs devant eux. Lors du dernier match amical contre le Japon, Johnston et Buchanan, ça a été très 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 fort, ça allait très vite sur la droite, ça combinait bien, ça s'entendait bien. Miller, c'est plus à Montréal qu'il est un apport offensif parce que à gauche, du côté du Canada, il y a déjà Adekugbe qui est un arrière qui monte énormément. Et donc vous avez peut-être vu les photos, un match à Edmonton, une victoire contre le Mexique où il a plongé dans la neige parce que c'était un match qui était joué sous la neige, le terrain était déneigé, mais il y avait des gros tas de neige à côté. Si vous pouvez trouver cette image, elle est assez fabuleuse, elle représente, je pense, bien l'équipe actuellement, surtout que c'était un match contre le Mexique. Et théoriquement, donc Adekugbe devrait jouer avec Davies, donc c'est quand même très très offensif. Donc ces flancs-là sont assez dangereux. Et normalement, le système est quand même assez proche du système belge, ce qui est peut-être aussi quelque chose d'intéressant pour les deux équipes parce qu'ils connaissent un petit peu la façon, la disposition tactique de l'adversaire. Jonathan David, c'est certainement le joueur qu'on connaît le mieux. On va l'écouter aussi dans un instant. Pour nous, quel rôle il a dans cette équipe? Il joue en soutien d'attaque. Il a un petit peu un rôle, je dirais, à la Eden Hazard, à la Dries Mertens à une autre époque, parce que maintenant il joue moins avec les Diables. Devant, c'est souvent Kyle Lerin, c'est parfois Cavallini. Et il est un petit peu celui qui doit faire sauter le bouchon adverse aussi. Tout ne passe pas par lui. Il est plutôt un peu l'élément perturbateur des défenses. Si on essaie de passer par les côtés avec un pivot devant, parce que dans l'axe parfois c'est un petit peu bouché, et donc Jonathan David, lui, il va surgir, il va émerger sur les deuxièmes ballons, il va essayer de faire parler sa technique ou sa vitesse dans des phases qui sont évidemment travaillées, mais qui sont pas forcément dans le cours du jeu habituel. On va dire qu'il peut sortir au moment où on ne l'attend pas trop, et c'est ça, il faut le surveiller en permanence parce qu'il peut aussi parfois être très discret sur un match, mais dès qu'il sort, il est très dangereux. Il a confirmé à la télé canadienne que c'était un match particulier pour lui, et puis il sera face au meilleur gardien du monde, Thibaut Courtois. On écoute Jonathan David en interview. Ça a été important parce que déjà c'est un championnat qui donne la chance à des jeunes de pouvoir jouer et de pouvoir se développer. Après, moi, j'ai été chanceux que j'étais dans un club qui avait confiance en moi, qui m'a donné l'opportunité de jouer. Et après, quand tu as des bons joueurs autour de toi, tu fais que progresser à chaque jour. Et c'est ça qui s'est passé. J'ai que des bons souvenirs de ce passage-là. Mais après, je dois être concentré sur mon match et faire le plus possible pour aider le Canada à gagner. Vous allez affronter mercredi possiblement le meilleur gardien de but au monde. Comment est-ce que vous voyez ce défi-là? Ça reste un gardien parmi tant autres. C'est sûr que c'est un gardien qui est très bon et il a démontré beaucoup la saison dernière. Mais après, je pense qu'on peut toujours marquer, même si c'est le meilleur gardien du monde, il faut trouver un moyen. Il faut trouver un moyen de battre ce meilleur gardien du monde, Jonathan David. Alphonso Davies, c'est les deux dont on parle le plus, évidemment, ici en Belgique. Mathias Van Halst en direct sur Vivacité dans ce Complètement Foot. Concernant Alphonso, il a dit qu'il allait être là contre la Belgique. Vous nous dites c'est 50-50, info, un toc. Il allait être là, il peut être sur le banc aussi. Oui, d'accord, il sera là face à la Belgique. Je serai là face à la Belgique. On a pu lire ici dans les différents, dans la presse belge. Mais qu'en est-il réellement au Canada selon vous, Mathias? Justement, on n'en sait rien. Et tout à l'heure, je
disais que c'est une équipe qui aimait beaucoup bluffer dans les avant-matchs. Et là, ça fait évidemment partie du bluff. Est-ce qu'il va être là? Est-ce qu'il ne le sera pas? Alors, il y en a qui aiment bien bluffer en disant on sera pas là et ils se montrent, tout d'un coup, j'y suis. Peut-être qu'ils veulent faire peur et en tout cas essayer de changer les plans de Roberto Martinez, même si je pense que Roberto Martinez, le 11 du Canada, je vais pas dire que c'est le dernier ses soucis, il va évidemment en tenir compte, mais je pense que les Belges vont jouer leur jeu comme ils font d'habitude de toute façon. Et quant à ce qui est la participation de Davis, honnêtement, c'est impossible à savoir parce qu'on a des informations contradictoires. Un jour, c'est un peu limite, on sait pas trop. 2 jours plus tard, c'est mais si, ça va quand même mieux. Puis 2 jours plus tard, c'est nouveau le contraire. Donc c'est en dents de scie et je pense que c'est un petit peu fait exprès. Un jeu de dupes. L'absence de Romelu Lukaku pour ce match, on l'évoque aussi en terre canadienne? Oui, parce que, mais pas forcément par rapport au match contre le Canada, mais parce que Lukaku c'est quand même un des meilleurs attaquants du monde et que la Belgique fait partie des favoris de la Coupe du Monde. Donc on parle de son absence un petit peu plus parce que la Belgique va jouer contre le Canada, c'est tout à fait normal. Mais on en parle comme si on parlait de l'absence d'un joueur important parmi les favoris du tournoi. La différence de gestion de ces absences, Mathias nous rappelait que Davies, lui, a rejoint l'équipe nationale très très tard, ce qui était l'inverse, et ça a été confirmé. Donc Romelu Lukaku allait rester avec les Diables jusqu'à la suite et la fin de cette Coupe du Monde. Pascal, Joachim, préférez quelle version, le plus tard possible en club ou le plus tôt possible en nation? Ou aucune importance? Ou c'est au cas par cas selon le joueur? Je préfère le plus vite possible sur le terrain, parce que les joueurs, leur place, elle est sur le terrain. Après, vous savez, il y a 2 écoles. Regardez ce qui s'est passé avec Benzema. Didier Deschamps a été très clair, il voulait des joueurs fit and well pour le premier match. Et du coup, il se prive du Ballon d'Or, ce qui est un pari. Pari osé, pari risqué, mais en même temps, il est cohérent avec lui-même. Ici, je pense que même s'il doit jouer que le 3e match ou une partie du 3e match, ou si la Belgique est déjà qualifiée après les 2 premiers matchs, il pourrait ne pas le commencer. Romelu Lukaku, voilà, il est presque plus important, je pense, pour la Belgique que ne l'est Benzema pour l'équipe de France. Bien sûr. Faut pas oublier que l'équipe de France a été championne du monde sans Karim Benzema. Joachim, sur ce sujet, cette comparaison de gestion d'absence ou de blessure? J'ai envie de dire, on sait que dans les blessures, il y a la partie physique, mais il y a aussi la partie mentale, émotionnelle. Et je pense que si Davies se sent bien du côté du Bayern et qu'il y a une bonne communication avec le staff du Canada, je pense que c'est là où le joueur va se sentir le mieux pour essayer d'optimiser au maximum le plus rapidement sa revalidation. Est-ce que le matériel était disponible là-bas? Est-ce qu'il n'a pas gagné du temps en travaillant au Bayern avec le matériel, etc. J'ai envie de dire la meilleure solution, c'est celle qui permet aux joueurs de revenir le plus rapidement possible. Ouais, et si possible, dans ce cas précis, pas contre la Belgique, on l'a compris, petit clin d'œil. Évidemment, avant de revenir à la Coupe du Monde et comment on la vit au Canada, Mathias, les autres adversaires de ce groupe, comment sont-ils là aussi ressentis et leur force et l'importance de ce premier match, certes contre la Belgique, mais ensuite, pour nous, il y aura le Maroc et puis la Croatie et l'inverse pour le Canada. Votre ressenti? Oui, mais c'est ça ce que je disais tout à l'heure. On n'en parle pas énormément parce qu'il y a quand même beaucoup de concentration qui est sur le premier match pour le début du Canada à la Coupe du Monde. Et déjà, même en championnat ici, on parle pas souvent des adversaires. En tout cas, notamment au Québec, dans la presse francophone, on se concentre sur une équipe. Et donc là, c'est plus ou moins la même chose. Et on parle surtout du premier match. Et au Québec particulièrement, on parle beaucoup des 6 joueurs de Montréal qui sont avec l'équipe nationale. Ça reste le club le plus représenté en équipe nationale canadienne. On sent une équipe canadienne qui arrive de manière complètement décomplexée et j'ai envie de dire que c'est ça qui m'alerte un petit peu, le fait qu'ils arrivent et qui peuvent jouer de manière complètement décomplexée et surtout de manière à dire on n'a rien à perdre au final. On nous attend pas là où on va aller. Et je pense que c'est ça le plus gros danger pour les Diables. Qu'on risquerait d'avoir une équipe imprévisible. Oui, je suis d'accord avec ce que dit Joachim dans la mesure aussi où ça a été entre guillemets prouvé par le passé, vu que durant les éliminatoires, le Canada a battu le Mexique et les États-Unis à domicile et a été faire match nul là-bas et était plus ou moins finalement dans cette situation. Parce que l'objectif du Canada, c'était de se qualifier pour la Coupe du Monde et pas de finir premier des éliminatoires de la CONCACAF, ce qui est arrivé sans perdre contre les 2 grosses nations de cette zone-là.
Donc, ils peuvent se dire, on l'a déjà fait dans des circonstances différentes, mais finalement avec des attentes plus ou moins similaires. Après, évidemment, la Belgique, c'est un cran, voire plusieurs au-dessus que les États-Unis, qui sont une équipe jeune, même si apparemment contre le Pays de Galles, pour le moment, ils sont en train de faire un bon match. Et le Mexique est plus ou moins sur la pente descendante en ce moment. On est entre deux générations, mais quand même, de toute façon, ils n'ont pas affronté l'équipe du niveau de la Belgique. C'est pas leur faute non plus. Donc, c'est l'étape suivante. On va voir. Si on devait comparer cette équipe, Mathias, à une équipe, donc l'équipe du Canada, à une équipe européenne, est-ce qu'il y a une équipe européenne comme ça, parce que ça pourrait parler beaucoup plus fatalement à notre public, est-ce qu'il y a une équipe comme ça qui ressemble à cette équipe du Canada ? Excellente question. J'avoue que j'ai pas le temps de me pencher là-dessus. Je pourrais pas répondre. Voilà. Surprise mercredi donc. Coupe du Monde si particulière en hiver, comment la vit-on dans un pays habitué à Déjà, il fait quelle température à Montréal ? Il fait quelle météo ? Le match mercredi soir sera 20h heure belge, donc 14h en tout cas du côté de Montréal. Donc comment se préparent les supportrices et les supporters du Canada pour suivre ce match ? Et donc on repose la question, comment se vit cette Coupe du Monde si particulière chez vous, Mathias ? C'est bizarre, hein, la Coupe du Monde. J'ai jamais eu autant froid un jour de Coupe du Monde parce qu'en plus, nous, on a eu l'hiver d'un coup la semaine dernière. Donc, il y a 2 semaines, samedi, j'allais courir dehors en short, en manches longues, mais en short quand même. Et quelques jours plus tard, il neigeait. Mercredi dernier, on a eu la première neige. Donc voilà, et là il fait -7, je pense, aujourd'hui, quelque chose comme ça. Donc c'est assez particulier. Et bon, déjà, il n'y a pas vraiment la grosse culture des places publiques et des choses comme ça, vu que le pays n'est pas qualifié pour les Coupes du Monde. C'est plus regarder la Coupe du Monde dans des bars. Et là, vu la température, c'est la même chose. Donc, il y a beaucoup de réunions. Il y a le groupe officiel des supporters de l'équipe nationale qui s'appelle les Voyageurs, qui a organisé des fêtes de visionnement, comme ils appellent ça, dans différents bars. Donc, il y a une liste de bars qui est disponible dans toutes les villes et où les supporters vont principalement se regrouper, même si j'ose espérer qu'il va y en avoir ailleurs. Mais pour le plus de monde, ça va être à ces endroits-là. Il y aura beaucoup de supporters canadiens qui vont faire le déplacement jusqu'au Qatar ? Excellente question, vu que c'est quand même assez particulier d'aller au Qatar, c'est quand même assez difficile. Je sais que les Américains sont là en nombre. J'étais assez surpris ce matin de voir le grand nombre de supporters sénégalais qui étaient là et même les Néerlandais aussi, mais bon, les Néerlandais se déplacent beaucoup. Donc je pense que ça varie d'un pays à l'autre et honnêtement, on n'en a pas beaucoup parlé ici des supporters qui faisaient les déplacements, en tout cas à Montréal. Donc je suis assez curieux de voir ça. Je pense qu'il y aura un petit contingent de toute façon qui sera présent sur place. Canada, c'est un des pays à la communication et la plus ouverte, hein, à travers notamment celle de Justin Trudeau, etc., l'inclusion, toutes les polémiques qu'il y a au Qatar pour l'instant. Dernière en date, le brassard et le maillot de la Belgique. Comment on perçoit ça de l'autre côté de l'Atlantique ? Il y a un gros malaise, comme plus ou moins partout, mais en tout cas dans les médias, il n'y a pas énormément d'opinion. On donne les informations, puis après, débrouillez-vous avec ce que vous avez, mais après c'est aussi dans la culture média anglo-saxonne et surtout nord-américaine, où on donne pas trop son avis. Même si du côté des États-Unis, ça reste très 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 différent. Vu mon travail avec la MLS, j'ai énormément d'abonnements à des médias et à des collègues américains sur Twitter et ça relaye beaucoup. Il y a notamment, si vous avez vu, Grant Wall, qui est un journaliste de foot très connu aux États-Unis, qui a essayé de rentrer dans le stade des États-Unis Pays de Galles avec un maillot, avec un ballon de foot entouré par un arc-en-ciel et il s'est fait interdire. On lui a demandé de changer de t-shirt avant de rentrer dans le stade et évidemment ça fait énormément parler en tout cas aux États-Unis et on va dire par rebond au Canada aussi. Merci Mathias pour ces précieuses infos à J-2 de ce premier match pour nos Diables Rouges. J-2 qui va gagner ce premier match? J'espère les Belges malgré tout. Ah quand même, un Belge en terre québécoise qui nous dit que c'est la Belgique qui va gagner. Bon, merci Mathias. Merci Mathias.